La médaillée d'argent maintenant, la Française Surya Bonali. Championnat du monde de 1994 à Tokyo, au Japon. Alors, il lui demande de venir sur le podium, mais elle ne bouge pas. Ah oui, vous avez raison. Oui. Alors là, il ne sait pas, il ne sait pas quoi faire. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que vous faites, Surya? Vous montez sur le podium, elle ne bouge pas. Non, elle ne veut pas y aller. Le public n'apprécie pas beaucoup. Là, il essaye de lui forcer un peu la main. Voilà, elle prend quand même cette médaille. Regardez, elle est émue de dépit, mais elle monte sur le podium finalement. En pleurs, mais elle monte sur le podium. Pour la 3e fois consécutive, le titre de championne du monde échappe à Surya, malgré un programme sans faute. Et il enlève sa médaille. Pourquoi n'avez-vous pas accepté la médaille? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas ma place. Et je suis vraiment déçue. Vous méritiez cette médaille d'or, Surya? Je sais pas. J'ai juste pas de chance. C'était un moment tellement assez presque tragique, tellement dur que je veux dire. Mais des fois, je me dis, est-ce que vraiment ça valait le coup de ce que j'ai fait, ou avec du recul, ou j'en ai trop fait ou quelque chose. Mais c'est vrai que c'était juste un ras-le-bol que j'avais besoin de le montrer. Pour moi, à la fin, ça m'affectait. Et puis j'avais vraiment envie de dire, arrêtez là. Pourquoi vous étiez si déçue? Malheureusement, déçue parce que je pensais avoir fait le maximum pour moi. Et je pensais que là, les juges allaient me donner raison et dire ok, on se lâche, c'est bon, c'est vrai qu'elle a fait un effort, l'année dernière c'était proche, c'était presque là, allez, on lui donne quoi. Et vous en plus à l'époque vous aviez arrêté de tenter les quadruples. Oui, moi j'avais totalement arrêté et justement je m'étais même mis à faire du classique. Il fallait une musique qui soit agréable à écouter à l'oreille, comme quelque chose qui soit pépère, mignon, un peu comme souvent quand on va dans des grands hôtels et qu'on va dans le lobby, qu'on entend les petites musiques de classique là, qui passent là, c'est assez chic et voilà, ça fait plaisir quoi. Je sens que vous avez fait des concessions pour réussir à obtenir ce titre et que vous l'avez pas eu et que ça vous énerve quoi. Bah ouais, parce que je me suis vraiment pliée à plein de choses différentes quoi. Vous faites des tripes, des sauts, voilà. Après vous faites gracieuse, voilà, j'essaye. Après vous aimez pas la musique de film, je sais pas, ça marche pas. Bon, ok, on va faire plus la poupée Barbie. Ça marche toujours pas. Je veux dire, c'est bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, je vais pas me transformer quoi. Je veux dire, et là c'est sûr, je peux pas me perdre en blanc, ça c'est sûr. Podium de la contestation, où les larmes de la révolte d'une princesse déçue qui croyait devenir reine. La Française proteste contre l'injustice d'un monde du patinage qui ne veut pas reconnaître son talent, inexcusable mais compréhensible. Surya a-t-elle été victime de discrimination au championnat du monde de 1994? Pour le savoir, il faudrait demander à chacun des 9 juges de la compétition. Reprendre leurs notes techniques, leurs notes artistiques, et leur demander d'argumenter. La note technique maintenant. Beaucoup de 5-9. C'est de très bonnes notes, comme d'habitude. Mais c'est la prochaine note, la note artistique, qui lui pose plus de problèmes. 5-5 du Canada et de l'Allemagne. Mais un juge ne peut pas changer une note. Et le classement reste le classement. Rentrez. Corps et l'âme, épisode 4. Installez-vous. Est-ce que vous avez... Je rencontre Anne-Hardy Thomas, une juge qui n'était pas là en 94, mais qui était présente à quasiment toutes les compétitions internationales de Surya. L'activité de juge est une activité complètement bénévole. Donc j'étais juge de club, ensuite juge de ligue, ensuite juge au niveau des compétitions nationales, puis championnats nationaux français. Ensuite, la fédération vous propose comme juge international à la fédération internationale, à l'ISU, International Skating Union. J'ai eu mon examen, j'ai été donc nommée juge de championnat ISU, et qui vous habilite à juger les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Et
À l'issue de chaque compétition championnat, on a une réunion de juges où on va faire un débrief et le juge arbitre peut vous demander pourquoi vous avez mis telle note, telle place à tel patineur et d'expliquer. Si vous avez un seul juge qui met son patineur premier alors que tous les autres l'ont mis deuxième ou troisième, voilà, je veux dire, il est forcément pénalisé, le juge. Première note, 5, 8, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6... Ce genre de favoritisme national, parfois, est-ce que c'est pas ce qui rendait le patinage de cette époque-là beaucoup plus excitant qu'aujourd'hui aussi ? Ah mais oui, mais c'est certain, oui, parce qu'en plus on avait notre drapeau, hein, on voyait qui mettait la note. Je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand vous vous plantiez et quand vous faisiez une erreur, tout le monde le voyait. Attendez, c'est que c'était... mais l'adrénaline du juge, moi je suis ravie de ne plus juger, hein, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même... Non mais quand vous y alliez, c'était... je peux vous dire qu'on était... La salle de juge était dans un silence de mort et on était hyper stressés. Enfin, je veux dire, on se sent responsable. Vous allez quand même donner, parce que vous faites un classement, vous allez attribuer une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, et il ne faut pas vous tromper. Et on peut tous se tromper. Et quand vous voyez le drapeau français et que vous êtes toute seule à mettre un patineur premier et que tous les autres l'ont mis second, vous vous dites, waouh. Deuxième note, 5, 8, 5, 6, 5, 9, 5, 8, 5, 6, 5, 7... Il y avait des histoires, vous connaissiez les autres juges ? Parce que c'est quand même, on parle des Jeux Olympiques, c'est quand même presque de la diplomatie. Bon, puis vous avez des juges américains, il y en a une, je connais bien. Bon, elle a été typique du genre le patinage, un peu soap opera, etc. Donc elle sortait pas de son schéma, elle était comme ça. Donc voilà, après vous avez des bons et des mauvais juges. Mais je me rappelle au championnat du monde d'Helsinki, où je jugeais les couples, et nous avons été 2. Et tous les médias nous ont soutenus à mettre les Chinois champions du monde. Et Dieu sait si j'adorais le couple russe, mais là, en l'occurrence, ils avaient vraiment fait 2 fautes. Et vraiment, les Chinois, là, ce jour-là, étaient meilleurs. Mais bon, la réputation fait que les Russes ont été premiers. Et l'Azerbaïdjan, que je connaissais bien, après je la vois en pleurs, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et elle s'était fait incendier par les Russes, c'est pas tout le lobby de l'Est. Donc il y avait des pressions pour eux. Ouais. Le système de notation a finalement changé. Mais il faut se rappeler le contexte de ce début des années 90. La guerre froide est officiellement terminée. Mais en patinage, les divisions perdurent, car les juges de la Fédération internationale sont restés les mêmes. Surya n'appartient ni au clan de l'Est, ni à celui des Anglo-Saxons. Comme on l'a vu pendant l'épisode 2, elle ne rentre pas dans le moule des ballerines de boîte à musique, ce que Hanardi Thomas appelle le patinage soap opéra. Surya sortait du lot. Elle était étonnante. C'était quand même la première patineuse, et ça c'est quand même très important à dire, qui a donné au patinage féminin une dimension qui n'existait pas avant. Elle était quand même la première à faire des triples et des quadruples sauts, et c'était quand même des programmes assez exceptionnels en plan technique. C'était extrêmement dense, et c'était quand même une révolution. Donc elle a effectivement apporté énormément une nouvelle dimension au patinage. Championne du monde, elle aurait dû l'être. Au moins une fois, si ce n'est 2. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une part de racisme à l'époque ? Alors, je m'interroge un peu parce que les Américains sont quand même très... et puis il faut bien dire que la fédération, c'est des white anglo-saxons protestants, c'est-à-dire qu'ils sont très... c'est le côté protestant, blanc, qui a la primeur, etc. Enfin, bon. Je pense que oui, il y avait dans le patinage un certain... Oui, je pense qu'il y avait un peu de racisme. Je pense que c'est avant tout que pour eux, ils privilégiaient vraiment ce patinage soap opera, que j'appelle moi du soap opera, alors que nous, Européens, on privilégie la créativité et une vraie performance athlétique. Je ne peux pas vraiment dire personnellement, mais certaines personnes et plein de gens pensent qu'il y a eu de racisme. Je pense qu'il y en a parce que voilà, comme dans tous les sports, même en ce moment en foot ou quelque chose, on en parle, mais j'ai jamais eu un problème vraiment flagrant en disant ouais, on voit vraiment qu'ils sont racistes, parce que vraiment le monde du patinage est assez divers. Comment vous expliquez la note des juges en 1994 ? Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils m'avaient donné, mais c'était pas suffisant pour pouvoir avoir la première place, ça c'est sûr, quoi. Mais après, je vais pas les attaquer en justice, je peux rien faire. La seule chose, c'est prendre une leçon, comme on dit, we learn from your experience. Donc voilà, on se dit la prochaine fois on fera pas ça.
être mieux pour que ce soit incontestable, pouvoir repartir et se donner envie de refaire une nouvelle saison. Philippe Candeloro était dans les gradins des championnats du monde de Tokyo quand Surya a refusé de monter sur le podium. Personne n'a vraiment dit non, on ne veut pas d'une enfant noire qui a été adoptée et qui devienne championne du monde de patinage artistique. Donc en fait, on ne peut pas accuser Pierre-Paul Jacques d'avoir discriminé la famille Bonali. Nous, on ressentait ça de l'intérieur parce que voilà, on se dit c'est pas normal. Ça fait plusieurs compétitions où elle doit gagner, elle ne gagne pas. Donc c'est quoi le problème? C'est parce qu'elle est française ou parce qu'elle est black ou parce qu'elle est entraînée par sa mère. Donc c'était un petit peu confus sur l'explication. Je pense que ça l'a blessée. Et c'est elle qui a pris la décision au moment où elle est sur le podium, où elle reçoit la médaille, elle l'enlève et elle descend du podium. Et l'autre le force, là. Le gars, il faut avoir des coronesses pour pouvoir faire ça et puis tenir tête. Alors que vous savez qu'il y a des télévisions qui vous filment. En fait, ce qu'a fait Surya, c'était de dire, voilà, stop les magouilles maintenant. Arrêtez de nous baiser la gueule quand on n'est pas... voilà, parce que là, on est victime et ça se voit. J'aurais pu être championne du monde ou championne de quelque chose plus rapidement si j'avais pas été noire. Je peux juste dire ça. Mais après, je sais pas si voilà, quoi. Ou peut-être j'aurais été championne du monde, parce qu'en fait, je l'ai jamais été. Donc peut-être je l'aurais été si, peut-être, voilà. On pouvait imaginer que Surya Bolali pouvait gagner, elle avait tous les atouts dans son jeu. Hélas, les juges en ont décidé autrement. Alors, manque de compréhension de son patinage, c'est clair que Surya Bolali ne sait plus à quel sein se vouer aujourd'hui, à savoir, sera-t-elle un jour la meilleure du monde ? Personnellement, j'en ai eu conscience, j'en ai toujours eu conscience de ma couleur. Mais, et puis très fier d'ailleurs. Fernand Fedronic est d'origine martiniquaise et il a patiné en équipe de France aux côtés de Surya dans les années 80. Je dois dire que j'en ai senti les effets particulièrement donc dans ma période INSEP au début. C'était le championnat de France, je ne dirais pas l'année, j'ai gagné. Et sur le podium, la personne qui devait remettre les coupes, qui est une personne très reconnue dans le milieu de la glace, a donné la coupe du premier au deuxième. Donc ça vous donne une idée de la manière dont, quand l'esprit est formaté dans une idée, on peut faire ce genre de bourde. À partir du moment où c'est l'homme qui juge, c'est forcément subjectif. Même en football, on a vu là, finalement, merci la vidéo, l'équipe de France. Dans tous les sports, finalement, on s'appuie sur la technique pour essayer d'avoir un jugement le plus proche possible de la réalité. Mais il y a toujours ce petit paramètre humain. Fernand Fedronic m'apprend que Surya n'a pas été la première patineuse dite de couleur en compétition internationale. La première, c'est l'américaine Debbie Thomas, en 1986. J'ai cherché sa performance dans les archives de l'INA. D'habitude, dans mon oreille de droite, j'entends ça. 20h, 52 minutes, 20 secondes. Vous devez l'avoir d'un côté de vos écouteurs. C'est l'horloge parlante. 20h, 52 minutes, 30 secondes. Mais sur ces archives-ci, il n'y avait pas d'horloge parlante, juste du silence, et puis d'un coup... Magnéto Paris, vous êtes prêts à prendre le texte tout de suite après le passage de la noire, là, avant l'annonce des notes? Le commentateur ne sait manifestement pas qu'il était enregistré. Allez, dépêchons-nous, putain. J'ai mon truc à faire, moi. Hein? Allez, rentre à la veille. Allez, encore l'autre côté à faire. Bon, à mon avis, la négresse a gagné, mais enfin, il faut attendre le résultat. Hein. Je n'en ai d'abord pas cru mes oreilles. Et puis le journaliste a utilisé le mot à nouveau. Et il m'a fallu admettre que j'avais bien entendu. Ce terme raciste, d'un âge que je pensais révolu, m'a d'abord beaucoup choqué. Et puis me sont revenues en mémoire les remarques narquoises, voire les colibés, qui fusaient à chaque fois qu'on évoquait Surya Bonali, dans la cour de récré de mon école où nous étions quasiment tous blancs. Certains l'appelaient Blanche-Neige,
D'autres disaient qu'elle faisait tache sur la glace. Les enfants des années 80 n'avaient quasiment jamais vu de femme noire à l'écran, avant Surya. Elle était la première. Et c'est à ce moment-là, à travers les réactions de mes camarades d'école, que j'ai découvert l'existence du racisme. Pour en revenir à Debbie Thomas, en 1986, elle est donc sacrée championne du monde face à Katharina Witt. Debbie Thomas était donc la première patineuse noire arrivée à ce niveau-là, à être championne du monde. Évidemment, quand on arrive avec la fédération américaine derrière soi, c'est peut-être aussi plus facile. Mais en tout cas, c'était totalement mérité, évidemment. Mais c'est une patineuse qui, à mon avis, n'a pas forcément... c'est une patineuse noire, mais finalement, qui utilisait tous les codes des patineurs habituels. Donc, on va faire une petite musique classique, on va faire la petite gestuelle. En fait, je suis noir, mais surtout, ne le voyez pas. Donc, c'est dommage. Surya n'admire pas particulièrement Debbie Thomas. Son modèle, elle le découvre sur les pistes d'athlétisme des Jeux Olympiques de 1988. Florence Griffith Joyner, la black qui courait avec un académique de couleur, avec une jambe rose par exemple fluo, une jaune fluo, rouge et bleu ou quelque chose comme ça. Donc elle, ça a été vraiment quelque chose qui m'a transformée parce que c'était une femme exceptionnelle qui courait vite, mais à la fois c'était belle, c'était une vraie femme avec des grands ongles et tout ça. Donc on n'a pas fait les ongles, j'ai jamais été très fécond, mais les collants, tout ça, on a toujours fait pareil qu'elle pendant de longues années. Donc je patinais en compétition, aux entraînements de compétition, j'avais un académique par exemple, jambes noires, jambes dorées, ou blanche et noire, ou bleu et rose, quelque chose comme ça. J'ai toujours fait pendant 2 années enfin. Donc imaginez, j'ai un patinoire dans les années 80, début 90, arrivé avec un académique avec des jambes. Au jour d'aujourd'hui, ça serait peut-être acceptable, mais dans le temps, c'est vrai que c'était un peu bizarre, quoi. Au début des années 80, Fernand Fedronik a été le premier à oser un style différent sur la glace. Fernand Fedronik reproduit ici, devant notre caméra, l'exhibition artistique qui lui a valu la première place à Saint-Gervais. Je suis né dans une île, amoureuse du vent, où l'air a des odeurs de sucre et de vanille, que berce au soleil du tropique mouvant, les flots tièdes et bleus de la mer des Antilles. Fernand Fedronik joue à fond sur son identité antillaise, pour ne pas patiner comme les autres, même s'il est en réalité né à Lyon. J'avais un programme que tout le monde appelait l'enfant des îles, et donc j'étais vraiment habillé avec une sorte de bure antillaise, un short, enfin, et je faisais vraiment un programme antillais. Et ça m'est même arrivé à cette époque de patiner buste nu, ce qui ne se faisait jamais. Et puis certaines personnes disaient « Oh, quelle horreur, oh, mon Dieu, patiner buste nu, bon, il a gagné, mais... » Enfin bref... Sur une carrière, Surya, elle a été 5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde. Elle a un palmarès énorme. Elle aurait pu marquer, je vais dire, chorégraphiquement son époque. Elle ne l'a pas fait. Mais contrairement à lui, Surya ne peut rien revendiquer, car elle ne connaît pas ses parents biologiques. Son identité à elle, c'est d'être française, et même précisément niçoise, puisqu'elle est née à Nice. En tout cas, c'est ce qu'on lui a toujours dit. Au début des années 90, des rumeurs viennent semer le doute. Des reportages prétendent qu'elle aurait été trouvée par ses parents sur une plage de la Réunion. La voilà plongée en pleine crise d'identité. Mon passeport me dit né à Nice. Puis après, il y a une personne dans le reste du monde qui dit que je suis née sur une plage, ou que j'ai pris le bateau. Enfin, je sais pas, bizarre. Mon père, je lui dis, t'es sûr que tu me caches pas quelque chose? Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 5, Être né quelque part.